Il est acadien avec un parcours dans l'éducation bilingue au Nouveau-Brunswick. À cette heure, il reste à Québec à la tête du Centre de la francophonie des Amériques, le principal moteur dans la promotion de la francophonie aux Amériques. Aujourd'hui, sur le Louisianiste, Sylvain Lavoie. Bonjour et bienvenue back. On est ici à l'Université de Louisiane à Lafayette pour l'Université d'été avec le Centre de la francophonie des Amériques. Et à cette heure, on va interviewer le PDG du centre, Sylvain Lavoie. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Ça va merveilleusement bien. On est en Louisiane, il fait beau, les gens sont sympathiques, sont chaleureux. Quoi demander mieux? Oui, effectivement. Et donc, est-ce que ça, c'est ta première fois en Louisiane? Non, ça fait ma troisième fois OK. Donc, je suis venu la première fois en 2019. Et puis, l'an passé, à Nouvelle-Orléans pour le congrès de la ATF. OK, oui, oui, oui. Donc, mais vraiment, première fois à Lafayette pour un événement du Centre de la francophonie des Amériques. Donc, l'université d'été, ça fait 3 ans qu'on reporte, malheureusement, à raison de la pandémie. Il y a une petite pandémie là, qui nous a causé un peu de problèmes. Mais maintenant, on est vraiment content d'être ici et voir à quel point l'accueil des gens a été extraordinaire, mais aussi la qualité du cours, de la formation qu'on donne et la réception des participants pour nous, c'est mission accomplie. Génial. Et donc, effectivement, c'est quoi l'université d'été et qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé pendant cette semaine-là? Oui, bien, l'université d'été, c'est c'est une formation universitaire qui donne accès à un crédit, 3 crédits finalement. Donc, c'est un cours de 45 heures intensif sur 6 jours. Donc, c'est quand même assez intense au niveau de formation. Mais effectivement, c'est de se poser des questions sur cette francophonie des Amériques, d'avoir une occasion, d'avoir un regard effectivement là-dessus. Et de favoriser aussi la promotion de la recherche en français par des chercheurs francophones, francophiles du continent. Donc, de créer aussi une occasion que cette francophonie des Amériques devienne un objet d'étude. Il y a beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités, qu'on soit du nord au sud, d'est en ouest de cette francophonie-là, cet espace-là de 33 millions de francophones, francophiles. Donc, c'est une occasion d'échange, de discussion, de réflexion, de partage aussi de ce qui se fait, qui s'écrit dans la recherche, et une occasion de réseautage auprès des participants de partout sur les continents. C'est cool. Et donc, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, soit des participants, soit des conférenciers, qui sont et d'ailleurs ils viennent? Tout à fait. Bien, d'un, le thème, la pérennité de développement de la francophonie des Amériques. Et dans cette volonté de pérennité, de développer, de réseauter, de créer des liens entre les gens. Donc, on a une dizaine de pays qui sont représentés ici. Le Canada, le Chili, le Costa Rica. Il y a également le Pérou, l'Équateur. Il y a aussi les États-Unis, bien Oui, sûr. évidemment. J'oublie le Mexique aussi, donc j'oublie peut-être un ou deux, mais bref, là, il y a vraiment une belle panoplie, une cinquantaine de participants. On a quand même reçu tout près de 500 candidatures, donc ça témoigne aussi de l'intérêt de cet objet d'étude qui est la francophonie des Amériques. Et vraiment, on parle de politique publique, on parle des affaires, du monde des affaires, le volet culturel également. Donc, il y a plein de sujets qui ont été abordés, différents axes également, pour effectivement donner un regard 360 de la variété, de la pluralité, de la diversité qui existe dans cet espace de francophonie des Amériques. Et on est vraiment content de le constater aussi de la part de nos participants, de voir à quel point cette diversité-là, bien, ça vient animer, ça vient donner un nouveau regard aussi sur la francophonie. Il y a plein de gens qui ont découvert qu'il y avait des francophones à des endroits qu'ils sous-estimaient, qu'ils ne pensaient pas. Donc, pour nous, c'est une belle occasion de mettre à l'avant-plan ces différences, cette différente francophonie et francophilie qui existent partout sur le territoire. C'est cool. Et juste avant ça, on parlait avec notre ami Joseph Ton, qui est un des conférenciers de l'université d'été. Mais il a dit que, en fait, le panel avec Jordan Thibodeau, ça l'a vraiment ému. Et donc, je voulais te demander, est-ce qu'il y avait un moment particulier pendant la semaine qui t'a intéressé ou qui t'a inspiré ou qui t'a ému en particulier? Oui. Ah mon Dieu, ça c'est la question piège. Il y a tellement de moments, mon Dieu.
J'avoue que également, là, avec la conférence et le témoignage de Jordan a été vraiment très touchant parce qu'il était authentique. Et je pense que ce qui me vient à l'esprit, c'est cette authenticité-là que nos participants aussi ont témoigné dans le cadre de cette conférence-là. Et j'avoue qu'un grand coup de cœur, ça a été aussi l'accueil des gens de la Louisiane. Et je ne le dis pas parce qu'on discute ensemble, mais je pense que ça envoie un message aussi de l'importance de cette authenticité-là dans le développement de la francophonie. Ce qu'on est, c'est cette valeur ajoutée-là qu'on ajoute dans notre quotidien, ça a une valeur et aussi ça fait une différence. Les gens ont voulu venir voir la Louisiane. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a certainement, pour une des raisons pourquoi on a reçu autant de demandes pour venir, c'est de venir voir les Louisianais, les Louisianaises, mais aussi vivre cette expérience louisianaise. Et je pense que ça fait la force aussi de cette francophonie ici, cette authenticité-là. Mais de voir aussi de la part des participants qu'ils ont été authentiques dans leur échange, dans leur discussion. Pour moi, ça me touchait beaucoup. Ça veut dire que cette francophonie-là, elle vit dans chacune des personnalités à leur façon, en fonction de leur réalité. Et imaginons ensemble si on est capable de tout mettre ces belles expériences-là de vie et d'échange ensemble, ce qu'on est capable de créer collectivement du nord au sud. Tout à fait. Et parlant de cette diversité, le centre, c'est évidemment basé au Québec, à Québec. Mais toi, originalement, tu es acadien, si je comprends bien. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes origines et ton identité franco-canadienne et acadienne? Absolument. Bien, je viens d'un coin qui s'appelle Edmundston, qui est situé au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Une région majoritairement francophone, qui est tout près du Québec également. Donc, j'ai vécu là une vingtaine d'années, fait mes études, et puis par la suite, je suis déménagé à Fredericton, la capitale du Nouveau-Brunswick, dans une région très minoritaire, donc minoritaire francophone. Donc, mais travailler dans le développement, je travaille beaucoup en éducation, puis en développement interne de la francophonie et tout ça. Donc, ça m'a amené à comprendre la réalité de vivre dans un contexte minoritaire. Et tant d'un côté gouvernemental que du côté de la société civile. Donc, ça témoigne, en tout cas pour moi, quand je vois des gens qui choisissent le français. Quand on est en contexte minoritaire, on choisit de vivre en français ou on choisit la langue française à tous les jours. C'est un choix qu'on fait, qu'on assume. Et de voir effectivement qu'aujourd'hui, maintenant, à Québec, dans un contexte, oui, majoritaire, mais où l'anglophonie quand même est bien présente partout dans les espaces, que ce soit dans les médias sociaux, par exemple, ou et tout ça, les médias. Je pense que on a à faire ce choix également de dire qu'on vit en français, qu'on souhaite mettre à l'avant-plan notre langue, notre culture, qui on est. Et dans un contexte maintenant des Amériques, avec le Centre de la francophonie des Amériques, je pense que le Centre est un levier pour amener cet apport positif à la langue, à notre réalité, à la diversité culturelle qui finalement vient nous rassembler, mais qui crée une mosaïque extraordinaire d'humains. Et pour moi, l'humanité dans les valeurs qu'on souhaite mettre à l'avant-plan dans le cadre de la francophonie, dans le cadre des activités du Centre de la francophonie des Amériques, me touche. C'est quelque chose dans lequel j'adhère. Et si je peux contribuer avec mon expérience d'Acadien, que ce soit dans un contexte minoritaire ou majoritaire, puis combiner avec tout l'ensemble des expériences, la vôtre, celle des gens qui viennent de l'Amérique du Sud, des Antilles, des États-Unis et du reste de la francophonie canadienne et du Québec, bien sûr. Mais je pense que ça peut faire une belle muraille qui va être porteuse pour notre avenir collectif, mais également pour l'avenir de la langue française. Tout à fait. Et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en particulier, des modèles de politique publique ou d'économie francophone qui viennent du Québec, de l'Acadie, du Canada francophone, qui pourraient être particulièrement intéressants pour des francophones en Louisiane ou au Maine ou par ailleurs en situation minoritaire? Je pense que le contexte, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est comment on est en mesure d'appuyer l'éducation. L'éducation est à la base aussi de transmission, oui, du savoir, mais aussi d'une langue et des cultures qui sont rattachées dans un contexte géographique précis. Parce qu'effectivement, chaque langue, chaque culture s'associe de différentes façons ou vit de différentes façons en fonction du lieu où il est exposé. Donc, c'est pour ça que je pense que l'éducation, nous, on a un rôle à jouer, que ce soit dans l'éducation
des modèles au niveau de l'enseignement de la langue primaire, mais aussi langue seconde, au niveau de l'immersion, langue étrangère également. Je pense qu'il y a des différentes façons de faire la pédagogie inclusive, en lien avec le besoin de chacun des élèves, d'être à l'écoute de ce besoin-là et d'être en mesure d'appuyer l'enseignement et l'attrait aussi, d'offrir un apport positif à la langue, effectivement, de donner le goût, de vouloir vivre cette langue-là, de vouloir l'apprendre et de créer un sentiment communautaire. Donc, je pense qu'il y a quand même de belles pratiques, que ce soit en francophonie canadienne ou au Québec, tant au niveau de l'éducation que de l'intégration ou autre. Donc, c'est peut-être un élément comme ça que je pourrais mentionner, mais également, je pense aussi qu'on a beaucoup à apprendre, les gens du Nord, de ce qui se passe dans le Sud. Parce qu'il y a une francophilie dans le Sud qui est très inspirante. Les gens qui choisissent la langue française le choisissent par amour, choisissent par conviction, parce qu'ils veulent faire partie prenante de cette grande famille de la francophonie. Et peut-être qu'on a à apprendre un peu de vous à aimer cette langue-là et de la faire vivre de la façon dont ici en Louisiane ou même à l'extérieur, plus au sud. Je pense que cet échange-là de partout sur le continent est favorable et on a certainement une expertise, les gens du Nord, que ce soit du Québec ou de la francophonie canadienne, à apporter, mais je pense que tout le monde dans la francophonie a quelque chose à apporter et c'est comme ça qu'on grandit et qu'on devient on devient quelque chose de grand parce qu'on est capable de créer des liens, tisser des liens. C'est ça notre mandat, le centre, tisser des liens entre les francophones et les francophiles des continents. Et je pense qu'en allant chercher les expertises, les bonnes pratiques de part et d'autre, on conçut quelque chose de grand. Tout à fait. Et puis, dans cette démarche-là, évidemment, le centre est l'acteur principal, au moins pour rassembler les efforts qui se passent dans les différents coins de la francophonie américaine. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire du centre et quand est-ce que le Québec a eu l'idée et pourquoi, en fait, qu'il y avait ce besoin de développer la francophonie, pas seulement au Québec, mais partout au Canada et partout aux Amériques? Excellent. Bien, le 15 ans célèbre, le centre célèbre son 15e anniversaire cette année. Donc, le centre a été créé en 2006 dans le cadre d'une loi et d'une politique aussi, politique québécoise à francophonie canadienne. Et c'est là que la mention de la création du centre a été. Et le centre a pris jour, a vu jour en 2008. Donc, nous célébrons notre 15e anniversaire et le centre a été créé vraiment pour vraiment créer le lien, créer le pont entre les francophones. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment de permettre à la langue française de vivre, de pouvoir d'être promue, bien sûr, mais de voir son rayonnement partout sur le continent. On disait à l'époque que si la langue française vit et rayonne partout sur le continent, ça va contribuer, bien sûr, à ce qu'elle rayonne également au Québec. Donc, je pense que c'est ça l'idée au départ de la création du centre. Et c'est vraiment de créer des ponts, créer des relations, de créer cet espace francophone du nord au sud pour favoriser effectivement l'échange d'idées, l'échange de collaboration, pour permettre une francophonie qui est diverse, qui est plurielle, qui se veut inclusive de tous les différents accents, de tous les différents vécus, les différences culturelles, pour former cette grande toile de la francophonie qui est celle des Amériques. Donc, c'est vraiment ça au début, le centre. C'est sûr que par la suite, le centre a évolué, a grandi. Je dis comme ça à la blague, on a maintenant 15 ans, donc on est quand même adolescent. Donc, on aime prendre notre place et je pense qu'on a un grand rôle à jouer pour appuyer les différentes communautés et créer des liens, mais appuyer également toutes les différentes communautés par de l'action concrète, donc sur le terrain. Donc, on veut bien sûr augmenter l'espace francophone, sa visibilité, développer des liens, des ponts, puis on veut aussi avoir un engagement beaucoup plus soutenu dans 5 axes: l'éducation, l'économie, la culture, la recherche en français et les communications. C'est vraiment nos axes d'intervention. Donc, on vient appuyer. On n'est pas subventionnaire, donc on va vraiment dans co-création ou en création avec des partenaires parce qu'on veut être un partenaire avec les acteurs sur le terrain pour qu'on puisse ensemble créer cet espace de francophonie. Tout à fait. Et puis, avant que tu étais PDG du centre, tu travaillais en Acadie, au Nouveau-Brunswick, dans l'éducation et en francophonie. Et pourquoi c'était
qu'est-ce qui t'a attiré à ce rôle-là que tu as? Pourquoi tu voulais postuler pour ce poste? Excellente question. Pour résumer, bon, j'ai travaillé 14 ans au ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick pour le secteur francophone. J'ai eu l'occasion, la chance d'être correspondant national pour le Nouveau-Brunswick à la Conférence des ministres d'éducation des États francophones et de travailler aussi également dans des projets internationaux, mais également au niveau de la promotion de la langue française. Par la suite, je suis allé travailler comme directeur des communications, affaires publiques pour l'Association des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un peu plus militant, promotion de la langue française au niveau de l'éducation, mais aussi revendication au niveau des droits linguistiques, notamment au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai eu une occasion de travailler sur les deux terrains, tant au niveau gouvernemental qu'au niveau de la société civile. Et dans les deux cas, j'étais beaucoup un lien qui devait faire le pont avec l'autre secteur. Donc, ça m'a amené vraiment à avoir un regard 360 sur, tant au niveau des questions de gouvernance ou de l'application de différentes politiques ou de différents programmes. Je suivais les activités du centre parce que ça faisait partie de mes cordes, d'un intérêt et tout ça. Je regardais ça de loin. Je trouvais ça super intéressant que le Québec se dote d'un outil comme le Centre de la francophonie des Amériques pour développer de façon globale la francophonie partout sur le continent. Alors, il y a eu une ouverture pour le poste de PDG en 2020. Et peut-être de façon naïve, j'ai pas déposé ma candidature et à ma grande surprise, j'ai été choisi. Donc, pour moi, c'était vraiment un signe de confiance que j'apprécie et que je salue encore aujourd'hui, mais aussi un engagement, je pense, du gouvernement du Québec à vouloir travailler en collaboration avec les différentes communautés. Et je sens ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent me dire que c'est quand même intéressant que le Québec ait choisi quelqu'un de l'extérieur du Québec pour occuper ce poste-là. Mais ça témoigne, à mon avis, de cette volonté du gouvernement du Québec de vouloir travailler avec les communautés et d'avoir fait confiance. C'est encore une... Je tente de faire de mon mieux, bien sûr, pour remplir ce mandat-là, mais avec une équipe extraordinaire, celle du Centre de la francophonie, qui continue, bien sûr, de m'épater parce qu'ils font de belles choses. Donc, de travailler avec eux, pour moi, c'est toujours un honneur. Et ça me permet de rencontrer des collaborateurs comme Télé-Louisiane aussi, qui font un travail exceptionnel sur le terrain et de voir de quelle façon on peut, bien sûr, contribuer à développer cet espace francophone-là. Tout partout, oui. Et puis, donc, est-ce que tu étais le premier franco-canadien hors Québec qui est le PDG du centre? Je pense que le premier qui a été nommé acadien, premier acadien qui a été nommé et qui provient de l'extérieur du Canada. Du Québec, pardon. Mais il y a quand même plusieurs collaborateurs, que ce soit à différents niveaux, qui ont été issus de la francophonie canadienne ou autre. Donc, je pense que le centre est un organisme qui rassemble les francophonies et dont les gens veulent participer, adhérer, et que ce soit au niveau de la gouvernance aussi, parce qu'on a une belle représentation au niveau de notre gouvernance de tout le continent et tout ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le centre est vraiment bien ancré dans les terrains. Maintenant, on poursuit, on est à 15 ans, on est en train de préparer notre prochain 15 ans, donc avec une nouvelle planification stratégique. On sent vraiment que on veut passer en mode grand V. On veut être un organisme qui fait une différence partout, tant au Québec, en francophonie canadienne, que dans les Amériques. Alors, on s'y prépare, on y travaille fort. Et puis, je suis bien confiant pour l'avenir. Et par rapport à votre mandat, c'est vraiment à moitié-moitié. Comment est-ce que tu conçois le mandat de promouvoir la francophonie au Canada, au Québec, et puis le mandat aussi de promouvoir la francophonie aux Amériques en général? Ils font tous les deux partie de votre mission. J'appelle ça un mandat complet. Parce qu'effectivement, et je pense même qu'on a un travail à faire au Québec de faire connaître cette francophonie canadienne-là. On a un mandat, justement, d'ailleurs, avec la nouvelle politique québécoise de la francophonie canadienne qui a été lancée l'an dernier. Donc, on a un mandat spécifique avec des mandats spécifiques du gouvernement pour faire connaître, j'appelle ça l'axe Est-Ouest. Mais aussi, ce que je constate, c'est qu'il y a aussi un intérêt de plus en plus de toute cette francophonie-là vers
la francophonie des Amériques. Et c'est notre rôle de faire connaître, effectivement, de créer ce pont-là entre les différentes francophonies, les différentes organisations, qui ont des réalités différentes, mais qui sont complémentaires également. Et c'est à nous de présenter cette complémentarité-là et de créer, finalement, d'agrandir cet espace francophone partout sur les continents. Donc, c'est un beau mandat, c'est un beau défi, c'est très large, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, on travaille très fort, mais c'est là qu'il devient important d'avoir une équipe dynamique et le centre, on est choyé pour ça parce que l'expertise au centre, mais surtout la volonté des gens qui mettent le cœur et passion, qui croient à cette francophonie des Amériques, qui s'exprime d'est en ouest, du nord au sud. Je le vois, je le sens, et c'est porteur pour moi aussi. Et de voir que les collaborations, les collaborateurs, bien sûr, viennent nous voir, cognent à notre porte, souhaitent travailler avec nous, veulent développer des projets, veulent faire une différence dans leur communauté et qui nous voient comme des partenaires là-dedans. Et nous, on sourit puis on dit oui. Oui, tout à fait. Et oui, dans cet équilibre entre l'axe Est-Ouest et axe Nord-Sud, je crois que cette université d'été, c'est le premier grand événement du centre hors Canada, au Canada francophone. Et donc, pourquoi c'était si important pour vous autres de faire cet événement ici en Louisiane et pas pareil au Canada francophone? Bien, je pense que c'est important de marquer dans notre jeune histoire, de marquer le pas, de déposer une pierre, qu'on a une initiative qu'on appelle phare, une de nos initiatives principales au centre, à l'extérieur du Canada, pour marquer le fait aussi que nous sommes un organisme qui travaille dans les Amériques. Et le choix de la Louisiane était tout à fait logique, souhaitable même, je pense, parce qu'il y a une vitalité ici qui s'exprime et qu'on constate, qu'on voit, qui est très contagieuse également. Et je pense que de permettre à la francophonie des Amériques de venir constater ça de leurs yeux, ça ne peut être que porteur pour redonner de l'énergie et une volonté de continuer ce travail-là de promotion de la langue française et de cet esprit qui nous anime tous dans la francophonie-là. Je pense que la Louisiane, c'est un bel endroit pour venir chercher notre dose pour continuer. Et c'est ce que je constate, ce qu'on constate actuellement. Les gens repartent avec le cœur rempli d'espoir, mais aussi rempli d'amour et d'amour de la langue française et connaissent davantage cette francophonie, cette francophilie qui se vit ici et qui est porteuse pour l'ensemble de la francophonie. Tout à fait, oui. Et j'espère que, je crois que pour nous autres aussi, ça nous met sur la carte pour les Louisianais d'ancrer et consolider cette capitale régionale de la francophonie des Amériques. Et donc, dernière question, j'espère que vous allez bien manger aussi après, bien vous reposer parce que je sais que c'était beaucoup de travail ici. Mais c'est quoi la suite après l'université d'été? Est-ce que vous avez des grands projets pour le centre plus tard cette année ou l'année prochaine? Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Pourquoi est-ce que tu as hâte pour l'avenir au centre? C'est certain qu'on a une séquence d'initiatives là, dès la semaine prochaine. J'ai déjà des rencontres, des présentations. On a des initiatives qui se déroulent à Québec, à Montréal. Donc, on a un calendrier bien rempli jusqu'à l'été. Puis aussi, il faut comprendre qu'un centre, ça veut dire aussi une gouvernance. Ça veut dire aussi... Donc, on est actuellement dans plein de projets en lien avec la gouvernance qui est super intéressant, très stimulant et qui va nous permettre de nous lancer aussi pour notre prochain 15 ans. Ouais. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant de constater. Et on s'attend aussi à l'automne, au-delà des projets, des initiatives qu'on a, de prendre un moment aussi pour célébrer notre 15e anniversaire. Je pense que le travail que le Centre a effectué depuis les 15 dernières années mérite d'être souligné. Je pense qu'on peut prendre un moment aussi pour souligner tout ce qu'on a fait. Et aussi ce qui va nous permettre, bien sûr, de nous relancer. On sait déjà, la programmation 2023-2024 a été adoptée quelques semaines passées par le conseil d'administration. Donc, on pense déjà à nos prochaines initiatives, nos grandes initiatives. Quelque chose qui me dit qu'on aura un forum des jeunes ambassadeurs en 2024. Donc, déjà là, on est en mode préparation pour la suite. Il y en a des initiatives fortes également, que ce soit au niveau en lien avec la francophonie canadienne ou aussi avec la francophonie des Amériques.
Il y a toujours notre Bibliothèque des Amériques qui est là. On est toujours dans les rendez-vous littéraires. Il y a plein de... Et même, je dois le dire, c'est vrai, on sera au CEDIFRAL au Brésil, qui est un grand congrès de professeurs de français de l'Amérique du Sud. Donc, on sera là, c'est une fois aux 4 ans, donc on sera là également. Donc, vous voyez, on n'arrête pas. Là. Le calendrier le calendrier continue. On est bien content. Ça témoigne, je pense, aussi de notre pertinence et aussi de l'attrait que les gens ont envers l'organisation pour les appuyer dans ce qu'ils souhaitent faire dans leur communauté et chez eux. Oui, donc vous avez beaucoup de travail toujours à faire. Ça n'arrête pas, on continue, mais c'est comme ça qu'on aime ça. Je pense qu'il faut profiter de l'occasion lorsqu'elle se présente et voir effectivement de quelle façon qu'on peut faire une différence avec les gens. Pour moi, c'est important qu'on travaille ensemble, qu'on tente de faire une différence ensemble, puis de développer ensemble ce qu'on souhaite réellement faire de notre langue, de nos cultures. Je pense que c'est à nous à se prendre en main puis à décider. On le fait. Alors, si le centre peut jouer un rôle pour appuyer, on dit qu'on est présent. Tout à fait. Comme ils disent nos amis créoles, l'union fait la force. L'union fait la force, tout à fait. Quelle belle façon de terminer ceci. Effectivement. Mais donc, un grand merci d'être venu en Louisiane. On est très fiers de vous avoir accueilli, en fait, ici. Je crois que c'est un grand pas vers l'approchement Canada francophone, Louisiane avec le reste des Amériques. Oui, et pourquoi pas un prochain rendez-vous? Oui, tout à fait. Oui, on espère vous voir encore ici en Louisiane, mais aussi au Québec et au Canada. Fantastique. Donc, merci de l'occasion. Oui, pas de quoi. Et merci à toi et merci à toute l'équipe du centre. Et puis, à la prochaine, vous autres.